raison pour laquelle il a été arrêté, c'est à cause de la phrase, je cite, c'est le juge qui a dit, hein, fais ta part. Et c'est une incitation à la violence. C'est une incitation à la violence. C'est une incitation à la violence. Mon frère Togolais, tu peux ne pas aimer la manière dont nous parlons. Tu peux ne pas aimer la façon dont nous parlons. Mais tu sais très bien que c'est la vérité que nous disons. Nous disons la vérité. Ce qu'on dit est vrai. Cette lutte, c'est le peuple seul qui peut faire cette lutte-là. Sur la base de l'union, toutes les luttes ont été fauchées. Sur la base de l'union. Sur la base de l'union, on a toujours répété la même chose. La même chose. La même chose. Si l'opposition était prête à changer leur manière de lutter, et si leur objectif était le départ de Faure et du système, moi, Marc Nda, je ne serais pas ici en train de sacrifier ma personnalité pour faire un live, pour venir crier dans mon bureau, pour faire des arguments avec certaines personnes avec qui peut-être je n'aurais pas à discuter en temps normal. Mais j'ai décidé de faire ce sacrifice parce que nous sommes le résultat de ceux qui ont fait la lutte dans le passé. L'échec n'est pas une mauvaise chose. Moi, j'aime l'échec. J'aime l'échec. Toute personne, il y a des dizaines de Togolais qui sont venus dans mon bureau ici pour recevoir des conseils de business. Je ne leur parle jamais du succès parce que ils ont déjà étudié ça et c'est à cause de ça qu'ils sont venus me voir parce qu'ils savent qu'il y a du succès dans ce business. Je me concentre toujours sur l'échec, les conséquences, comment se préparer pour subir ces échecs quand ils tombent, comment se tenir debout. Je me concentre sur les erreurs que moi j'ai faites quand j'avais commencé. Vous pouvez leur demander, hein. Vous pouvez leur demander. Ceux qui m'écoutent sont encore en business et font de l'argent aujourd'hui. J'ai toujours en tête une sœur. J'ai eu des gens qui ont défilé ici. Elle était la première à m'écouter. Et l'année qui a suivi, je lui ai demandé quel est ton chiffre d'affaires. Elle dit qu'elle est sûre qu'elle va faire 500 à 600. Et qu'elle va mettre en poche peut-être 250, 300. Je dis très bien. C'est elle seule qui m'a écouté premièrement avant que deux autres ont continué. Ils sont aussi dans leur business. Tous ceux qui sont assis ici et qui sont partis dire que Marc ne focus que dans le négatif et sont allés voir les gens qui peuvent leur dire « Ah, tu vas réussir, tu peux aller, ce que tu fais est bon ». Ils ont tous échoué. Dieu est témoin, ils ont tous échoué. Parce que moi, je dis toujours la vérité. Si tu veux réussir quelque part, tu dois reconnaître quand tu fais des erreurs et changer. Mais il faut aussi avoir des principes. Quand tu as des principes, ne renonce pas à tes principes parce que 1000 personnes sont contre ce principe et toi seul tu te vois éloigné. Plutôt, quitte ces 1000 personnes et reste seul. Ces principes, ou l'une de ces principes dans le train de la liberté, est que nous allons nous séparer de ce qui n'avait pas marché, de ce qui nous avait noyés. C'est l'une de ces principes. Cette vérité, on nous a toujours dit, quand vous vous critiquez, Faure continue.
Mais quand on s'est unis pendant plus de 30 ans, 40 ans, Faure et son père ont gagné facilement et ont brisé l'opposition. Ils ont toujours élevé la personne qui est devant en lui faisant des propositions. Et cette personne-là finit par se tourner contre nous. Regardez Kofigo, un gars qui devait être en retraite aujourd'hui. Pendant des années, mais qui est mon cause là? Montre-moi, tu es sérieux. C'est pas ton live, mon frère. C'est mon live. Tu ne viens pas ici demander qu'on te monte. Tu es qui? Tu es qui? S'il est temps de monter les gens, on va te monter. Tu continues pas à t'écrire, montre-moi, je suis sérieux. Mais mon frère, va ouvrir ton live et parle de ce que tu veux parler. Ah, on s'est unis plusieurs fois. Je prends le cas de 2017, 18, 19. Tipeee, quand il a commencé, les gens ne l'ont pas cru. Exactement comme nous avons commencé. Et quand il a commencé par prendre du poids, les gens ont commencé par le suivre. Quels sont ceux qui l'ont trahi? Ceux qui sont venus s'unir à lui au nom de l'aider. Ses propres interprètes. Et après, les vieux de Thème l'ont appelé et dit, hey, comme tu es du Nord et tu sais que les gens du Sud là, ils ne vont pas te suivre, va t'allier avec les gens du Sud. Eux, ils vont commencer le travail au Sud. Toi, tu vas commencer. Alors que c'était une fausse histoire. Le Togolais lambda s'en fout de qui est devant. Eux, ils veulent seulement le changement. Eux, ils veulent seulement le changement. Et dans ce changement, si Tipeee était resté fidèle à son principe et était resté focus, aujourd'hui, nous ne serons pas ici. Il pouvait être un bon président ou un mauvais président, mais le système aurait changé et on aura l'opportunité tous les 4 ou 5 ans changer un autre président. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au nom de l'Union, Tipeee est où aujourd'hui? Vous vous êtes une fois posé la question, pourquoi depuis tous ces remue-ménages, cet intellect, cet homme charismatique, cet homme qui nous a tous réveillés encore quand on était mort, où est-il? Pourquoi il ne sort que des vocales? Parce qu'il sait que s'il sort, il y aura des questions et il doit répondre. Ou, s'il sort, il sera anéanti. C'est la raison pour laquelle Tipeee ne sort pas. Ça, c'est ma spéculation. Je ne sais pas, mais je me pose cette question. Tout ce vide au niveau des partis politiques, jusqu'à présent, la seule personne depuis 2017 qui était présent constamment sur les réseaux sociaux était Tipeee sur Facebook. Il faisait ce qu'on appelle ici aux États-Unis town hall. Où est-il? Comment quelqu'un qui a été si charismatique pendant des années et a réveillé le Togo disparaît dans le vide et que les Togolais n'ont pas de réponse sur là où il est? Les membres de ces partis politiques, il n'y a personne pour sortir et dire que notre leader charismatique n'est pas disponible, mais nous allons faire le travail à sa place en attendant qu'il revienne. Pourquoi ce vide? Pourquoi ceux qui le dirigent aujourd'hui ne peuvent pas venir et nous dire où est Tipeee? C'est pour cela que nous disons qu'il est temps que le Togolais prenne les choses entre ses mains. Quand nous avions dit ici que les études que nous avions faites
Dans une révolution populaire, il faut 4,6% de la population pour changer. Les gens nous ont dit, oh non, il faut que tout le monde, on a dit impossible, allez étudier toutes les révolutions. Dans une démocratie, vous avez besoin de vous unir. Prenez la Côte d'Ivoire, vous avez besoin de tout le monde. Vous faites des compromis. Au Bénin, vous avez besoin de tout le monde, vous faites des compromis, vous faites ouais, vous perdez ici, vous gagnez ici. Mais dans une dictature, il faut une révolution. Une révolution pour faire partir, il faut 4,6%. Ce qui faisait autour de 400 000, 500 000, 400 000 personnes au plus. Mais nous, dans le train de la liberté, on a exagéré et on a dit, on veut 1 million. Les gens sont venus ici, ils ont crié, comment est-ce que vous pouvez changer le pays avec 1 million de personnes? On a dit, donnez-nous une révolution. Regardez le Kenya est dans une démocratie. Mais ceux qui étaient sortis dans la rue, là, ça n'atteint même pas le 1/10 de la population dans la ville. Mais ils ont pris en assaut l'Assemblée nationale. C'était brûlé. La loi a passé, mais le président a refusé de signer. Le président qui a poussé cette loi-là pour que ça passe. Je quittais le Kenya et les quelques jours qui ont suivi, ça a commencé. Et on m'a appelé, on m'a dit, mais toi, tu as chance, hein? Tu as vu l'hôtel dans lequel tu étais, tu as vu blablabla. J'étais là-bas. Prenez le Burkina, quand ils ont fait partie Blaise Compaoré. Mais prenez ça, ça n'atteint pas le 1/10 de la population qui avait envahi la ville là-bas. Le Burkina est 2 fois plus peuplé que le Togo. Mais quand ils se sont réunis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils ont besoin seulement de 1 million de personnes. Les mêmes personnes qui nous ont critiqués. Donc, ce que nous disons est simple. Comment est-ce que nous voulons changer le tout? Nous pensons qu'il n'y a aucune dictature. Les recherches sont là à prouver ça. Je prends le cas de l'Iran. Le cas de l'Iran. Les balles réelles étaient tirées. Ils ont envahi l'ambassade des États-Unis. La personne qui coupait les têtes, la personne qui était là mangeant quand on tuait quelqu'un, quand on maltraitait quelqu'un, il a fui le pays. Ça n'atteindait même pas 4,6% de la population. Il a fui. Il n'y a aucune dictature dans le monde qui peut résister à une révolution populaire. Ça n'existe pas. Et quand c'est trop, quand le peuple en a marre, le peuple prend toujours les choses en main. Prenez le cas aux États-Unis. Vous voyez, Trump a reçu le bénéfice du doute. Non, avant d'arriver à Trump, Biden, les présidents, il n'y a qu'un seul, 1 ou 2 présidents dans l'histoire des États-Unis, président ressortissant, qui n'a pas gagné aux élections. Le dernier était George Bush père. Même s'ils sont impopulaires et on les appelle incumbents, ils gagnent toujours. Et Biden allait gagner. Mais une petite minorité de la jeunesse s'est levée et a dit, nous voulons un sang chaud. Un jeune ou une femme. On a dit, Biden, reste à l'écart. Il n'a pas aimé, mais la pression, lui qui était sorti plusieurs fois pour dire, je n'irai nulle part, sous la pression de la jeunesse, il a cédé. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, sous la pression des jeunes qui ont occupé les universités ont fermé, ils n'ont pas pu faire leur graduation. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis et de l'Israël, les États-Unis ont refusé, ont bloqué l'armement qui devait aller aux Israéliens. Pourquoi? La pression. Et maintenant, regardez, le plus riche homme du monde,
Prenez le nombre de Tesla qui ont été brûlés. Ça n'atteint pas le 1/20 des Tesla qu'ils ont fabriqués ou qui circulent. Mais les stocks sont tombés comme ça et la pression sur les juges a changé de camp. La pression sur le gouvernement a changé de camp. Ça n'existe pas dans le monde entier. Ça n'existe pas. Quand le peuple se lève, surtout dans le monde digital maintenant, où tout est filmé, où tout le monde, IB peut voir les Togolais en train d'être malmenés, va se mettre à l'écart du Togo. Le Bénin va se mettre à l'écart, le Ghana, le Burkina, le Sénégal, la France, les États-Unis. Ils ne vont pas venir nous aider. Mais s'ils voient que les choses se tournent, ils vont se mettre de notre côté. Ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils savent qu'un nouveau gouvernant va arriver. Et si ce gouvernant vient, ils doivent travailler avec lui ou elle. C'est pourquoi nous demandons que le peuple prenne les moyens en ses mains. Est-ce que les leaders de l'opposition sont indispensables? Moi, je ne pense pas qu'ils sont indispensables. Ils ont un rôle à jouer. Matter of fact, ils ont un rôle crucial d'aider cette jeunesse, d'exploiter cette jeunesse pour changer le pays et venir maintenant aux élections. Si moi j'étais un leader de l'opposition aujourd'hui à Lomé, je serais le plus populaire. Je vais me mettre derrière les jeunes, je vais les pousser parce qu'ils connaissent l'Internet, parce qu'ils connaissent les réseaux sociaux, je vais les exploiter. Si moi j'étais un leader de l'opposition, toute personne qui dit venez au pays, bloquez-les. Quand on va venir au pays, on va discuter, ils vont nous regarder. Nous, on est ici, on ne peut pas venir au Togo pour dire ce que nous pensons, c'est ici seulement. Hein? Donc, les leaders de l'opposition ont une opportunité, à exploiter le train de la liberté, à exploiter la jeunesse dans le bon sens pour le changement. Et là, ça va dégager les obstacles pour qu'ils puissent maintenant rentrer dans cette politique où le terrain est plat. Même la Côte d'Ivoire, qui est une démocratie que nous envions, le peuple prend ses responsabilités en main. Le peuple prend ses responsabilités en main. Le peuple, même en Côte d'Ivoire, vous allez voir presque tous les lives qui sont allumés, qui sont avec Gbagbo ou Ouattara, qui sont contre Gbagbo ou contre Ouattara. Les lives sont là, ils discutent. C'est ça le buzz. Les pays qui réfléchissent, les pays dans lesquels le peuple prend son sort à main quand il y a un problème, ils laissent les bérets quelque part, ou bien ils font un petit béret et ils s'occupent du problème de leur pays. On a vu ça au Gabon. On a vu ça au Congo. Quand le Congo a été attaqué, tous les blogueurs ont laissé leur béret. Ils ont laissé tout leur béret pour faire face à l'ennemi, pour parler de leurs problèmes. Qu'ils soient pour ou contre. Qu'ils soient contre le président ou pour le président. Mais chez nous, dans l'histoire de la lutte pour libérer le Togo, depuis 1963, nos influenceurs, nos blogueurs, nos chanteurs, vous pouvez compter au bout de vos doigts, depuis 1963, qui ont lutté aux côtés du peuple. Les blogueurs, zéro. Les influenceurs, zéro. Plutôt, ils attaquent. Plutôt, ils viennent donner des conseils. Plutôt, ils viennent nous exploiter. Nous sommes à un temps critique.
Nous sommes à un temps critique où tout le monde doit prendre conscience. Moi, je l'ai dit ce matin dans un live. Les blogueurs restent connectés pendant 12 heures de temps, 18 heures de temps, 24 heures de temps pour une somme minime. Mais je défie toute personne qui va changer sa tactique pour défendre le Togo pour une cause noble et parler des problèmes de son pays, voir s'il va rester ouvert pendant 12 heures pour recevoir ou collecter ce qu'il a. Je ne dis pas que moi je vais venir donner des cadeaux, hein, non. Mais je connais les activistes. La majorité des activistes, c'est des gens qui sont rassasiés. La majorité. La majorité des gens qui luttent pour un changement dans un pays sont des gens qui sont déjà à l'aise, mais qui voient que les conditions dans lesquelles les gens la vivent n'est pas bon, il faut que ça change. Les gens tapotez, les gars, le live est signalé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, ne coupez pas ce live, hein, s'il vous plaît. Oh, vraiment. Les gars, ne laissez pas ce qui nous est arrivé il y a de cela une semaine nous arrive encore. Tapotez, s'il vous plaît. Mais je vais continuer par parler. Si ça s'éteint, je vais réallumer. Donc, ne partez pas. Si ça s'éteint, je vais rallumer. Hein? Mais je défie toute personne qui essaie, qui a décidé de sacrifier ses vacances. Parce que vous venez en vacances et vous êtes en prison virtuelle. Vous vous déplacez de maison en maison parce que vous avez peur qu'on va vous arrêter. Donc, vous êtes déjà en prison. Il y a plusieurs lieux pour aller en vacances. Vous sacrifiez ça et vous commencez par parler des problèmes du Togo. Vous allez voir. Je parle des influenceurs. Vous allez voir combien de personnes vont vous supporter. Vous allez voir des gens qui sont debout, des ingénieurs, des banquiers, des docteurs, des avocats vont venir vous supporter. Ceux qui aiment le Togo viendront vous supporter. Mais malheureusement, ce que vous faites, vous promenez dans des lives pour nous donner des conseils. C'est tout ce que vous savez faire. Vous venez ici, vous essayez de nous piéger, vous essayez de créer du buzz et le lendemain, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez ces coupures-là pour déconstruire ce que nous avions construit. Ce qui m'étonne encore, c'est qu'il y a des gens dans le gouvernement, quand tu vois leur passé, c'est des gens qui ont grandi comme nous. Moi, qui a grandi pauvre, qui est connu par beaucoup de gens parmi les 630 personnes qui sont ici, à Djidjolé, l'un des enfants des 12, qui ramassait de la nourriture pour manger, qui mangeait dans les poubelles, qui allait à l'université pour chercher des gobis. Je ne peux pas en toute conscience être debout et vouloir que mes frères et sœurs au pays soient assis. Mais quand vous voyez Yark, sa maman ressemble à la maman d'un de mes amis d'enfance qui s'appelle Abel Kondo. Sa maman vendait du coco. Sa deuxième maman vendait du wache. On allait là-bas. C'est eux qui nous nourrissaient. Quand il y avait kanzo, hein, le bas du riz, il amenait, on mangeait. Des fois, sa maman nous donnait coco. Sa maman a vu comment nous avons grandi. Je ne vois jamais Abel devenir un ministre et opprimer les enfants de Djidjolé. Sa maman ressemble à mon ami d'enfance que je n'ai plus vu il y a des dizaines d'années. Posoli Manuero. Sa maman faisait du pain. Et quand il vendait du pain, il y a quelque chose qu'on appelait le pain d'hier et soponon. Sa maman nous donnait ça. Elle nous donnait du sucre, on met dans l'eau et on mange avec. Je ne vois jamais Manuero ou son grand frère ou sa grande sœur devenir ministre et marginaliser ceux avec qui ils ou elles ont grandi
à Djidjolé. Mais Yark, sa maman vendait du coco avec des beignets, de la bouillie. Il faut être tellement pauvre pour vendre ça. Il faut être dans la classe des pauvres, ou bien au moins dans la classe moyenne. Mais ce Yark maintenant marginalise les pauvres. Presque tous ceux qui sont des généraux, des commandants, des colonels dans l'armée ou dans la gendarmerie viennent d'une famille pauvre. Ils sont les seuls qui ont de grandes maisons avec leurs amis dans le gouvernement, dans leur village. Si vous voyez une voie qui est bitumée ou pavée, ça part du goudron à leur maison et ça s'arrête là. L'exemple, c'est mon village. Nous, les Tambermans, quand vous allez à Nadoba, vous allez à Bukumbe. Kanté qui a produit Corto, qui a produit des directeurs de cabinet, des ministres, là, le village de ma maman, qui a produit des ministres, des grands. Allez voir, c'est comme de la poussière. Si vous voyez une maison en ciment, ça appartient à un ancien ministre, à un préfet, à un député, ça s'arrête là. Les élus ne viennent plus au village. Quand ils viennent, ils sont accueillis comme des présidents. Le peu que les villageois ont, ils mettent ça à leurs pieds, ils s'abaissent. On tue des poulets, on tue des chiens, on tue des bœufs, on tue des moutons pour les satisfaire. Et mes frères et sœurs qui sont au village aussi, quand on nomme un ministre, un directeur de cabinet, un maire chez eux, c'est la fête. Ils sont considérés. Mais les gens là n'ont jamais amené quelque chose au pays. Chez moi, ma petite sœur est morte parce qu'elle devait attendre une semaine pour qu'une voiture vienne au village et la transporter au dispensaire. Aujourd'hui où je vous parle, il n'y a qu'une seule ambulance. Qui est dans les conditions on ne peut plus décrire dans mon village. Kanté, à Nadoba, j'allais dire. Befalé n'a pas d'ambulance chez ma maman. Il n'y a pas d'ambulance chez ma maman. Le Nord est oublié. Sokodé est assiégé. Et quand ils voient un peu de brouhaha, ils s'en vont prêter des milliards et ils s'en vont construire un hangar. Et on force toute la population à sortir pour venir inaugurer. Au Togo, on inaugure les trash cans.